Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, pour nous retrouver sur notre chaîne YouTube, c'est une chose, mais surtout sur le site internet où vous aurez bon nombre de chroniques, d'éléments, notamment audio, que vous n'avez pas sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'émission Témoin, où j'ai le grand plaisir d'accueillir Peter Müller. Peter, bonjour. Bonsoir, bonjour, oui, bonjour à toi. Un grand merci d'être présent dans le cadre de cette émission. Nous avons un ami en commun, voire peut-être même plusieurs, à savoir Élie, qui est guide pour ce qui est du sentier vers le Mont Saint-Michel. Oui. La marche que propose Bertrand Leroy avec Valérie Drevet, avec tous ses amis, pour accompagner des personnes durant 4 jours à marcher en direction du Mont Saint-Michel, une marche alchimique, oui, que tu as eu l'occasion d'effectuer. Et puis Élie m'appelle il y a de cela quelques jours, il me dit voilà Laurent, j'ai rencontré un homme assez incroyable, un parcours de vie totalement incroyable, il faut absolument que tu le rencontres. Peut-être qu'il serait d'accord pour faire une interview. Là-dessus, il me passe tes coordonnées, je t'appelle, tu me rappelles, enfin bref. On a l'occasion de mettre au point cet entretien avec au préalable une rencontre d'humain à humain, si je puis dire, tout à fait. Pour pouvoir partager, échanger, nous sentir l'un l'autre, et puis que tu puisses être là et témoigner de ce parcours de vie. Alors, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, Témoin, c'est l'occasion pour tout à chacun de voir un parcours de vie qui se voudrait être inspirant. Alors, tout à chacun, à mon sens, nous avons des parcours de vie inspirants pour autrui, à condition qu'on s'intéresse à autrui. Donc, si vous voulez des parcours inspirants, vous pourriez très bien aller voir votre voisine de palier, si vous êtes en immeuble, écoutez-la et vous verrez tout ce que vous pourrez obtenir de richesse de cœur notamment, et de ce que l'autre a à vous transmettre à travers son propre parcours. Chacun pourrait être auteur d'un livre qui se voudrait être une biographie. En l'occurrence, la tienne, on va avoir l'occasion de la déployer, la déplier pour cette émission, et voir les graines qui résonneront dans les cœurs de tout à chacun. Alors, tu es belge. Oui. Bon, déjà, ça donne la couleur. Bon, j'adore la Belgique. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'y ai donné ma première conférence. Muriel, bonjour à toi. Notamment parce que aussi, j'adore Hergé, que j'adore l'état d'esprit des Belges. C'est un peuple qui me parle, un état d'esprit qui me parle, et notamment au regard de la légèreté qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de la vie. Oui. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un cliché, c'est peut-être moi personnellement qui vois ça comme ça, mais je trouve que vous avez une certaine forme de légèreté d'être, avec beaucoup d'humour, sur la manière d'aborder la vie, malgré tout ce qu'elle peut engendrer d'expériences, des fois qui sont difficiles à traverser. Donc, tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui tu vis en France, dans le Périgord. Tu as tu as fait plusieurs choses dans ta vie. Tu as eu l'occasion d'être réalisateur, acteur, coiffeur. Oui. Plus je remonte. Et puis aujourd'hui, c'est encore autre chose. Donc, on va avoir l'occasion de voir tout ça. Et par où commencer ? Je pense que le commencement te concernant, au regard de nos échanges un petit peu, a été ta naissance. Tu te souviens de ta naissance ? Oui. Oui. J'ai la mémoire complète d'avant ma naissance, avant d'intégrer le corps, le fœtus. Et en même temps, j'ai le souvenir aussi, si vous voulez, dans le fœtus, à un moment donné, il y a un noir, il y a comme un blackout, ça je n'ai pas le souvenir. Mais ensuite, quand je nais, je suis né à 8 mois, j'avais 950 grammes. Et j'étais déclaré mort-né. Tu pesais 950 grammes. Oui, je pesais. À 8 mois. Oui, à 8 mois, oui. Et j'étais déclaré mort-né. Donc, à l'époque, ma mère avait couché à la maison. L'accouchement ça a été très, très, très dur. Elle a mis 3 jours pour me sortir. Et donc, voilà, in extremis, ils m'ont sorti. Et on m'a déclaré mort-né. On m'a mis dans une boîte à chaussures. Et j'ai ce souvenir de cette première inspiration de vie qui s'est insufflé en moi et qui m'a permis de commencer à vivre. Dans la boîte à chaussures. Dans la boîte à chaussures. Et c'est là que
ma mère, elle a vu quelque chose bouger, elle a dit mais il y a quelque chose, et la sage-femme m'a pris, m'a donné directement à ma mère. Ma mère m'a posé sur elle, et là j'ai commencé à vivre. Donc voilà, donc j'ai le souvenir avant l'incarnation dans la matière, hein, d'où je viens et ce que je suis, et ensuite il y a un moment noir là, dans la matrice dont je n'ai pas de souvenir. Et puis au moment de l'accouchement et quand je suis dans cette boîte à chaussures, c'est un spire que j'ai de la vie qui entre en moi. Donc quand tu dis j'ai la mémoire de d'où je viens, donc quand tu dis d'où je viens, c'est quoi? Est-ce que c'est le monde, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier le monde des esprits? Est-ce que c'est une vie passée? Non, c'est le monde des esprits. J'ai pas la mémoire d'une vie passée. D'accord. Le monde des esprits, pour toi, en tant que peut-être jeune enfant, pour pas dire bébé, mais tu grandis en ayant cette mémoire-là comme étant une évidence, et Oui, en tout à fait. étant persuadé que tout le monde vit Ah ça. oui, moi je vis ça comme ça, tout à fait naturellement. Et en même temps, je pensais que tout le monde bénéficiait de ça. Donc, Jusqu'à quel âge tu pensais ça? À quel âge tu as pris conscience qu'en fait tu étais un cas? En fait, c'est à l'âge de 9 ans. Seulement, malheureusement, parce qu'entre-temps, je me suis posé... Enfin, en tant qu'enfant, j'étais pas rejeté des autres, loin de là, mais les autres sentaient bien que chez moi il y avait quelque chose de différent, donc on me côtoyait, mais toujours en me laissant un peu quand même de côté. Donc j'ai vécu beaucoup de choses en solitaire, et donc je suis allé souvent dans la nature. Et la nature a été vraiment mon ami. L'observation de la nature, l'observation de la vie, des animaux, etc., était vraiment mon échappatoire, et ce qui m'a permis de garder un équilibre aussi. Je me permets, Peter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites durant cette émission, Oui, pardon. et il y a peut-être certains éléments des fois où je me questionne à savoir comment un enfant qui arrive à s'incarner sur Terre, qui a sa mémoire de d'où il vient, ou en tout cas de ce qu'il était, et je ne sais même pas s'il a les mots à mettre dessus. C'est des images. Enfin, chez moi, ce sont des images. C'est chaque fois par image. Tout ça me parle par image. Alors le monde des esprits, c'est quoi alors pour toi? Pour le petit garçon que tu es, puisque tu sais que tu viens de là, c'est quoi pour toi le monde des esprits? Alors là, ça va être très compliqué à expliquer, mais l'image que moi j'ai, c'est un monde où le blanc domine. On peut imaginer les murs, enfin pas les murs, mais vous voyez le cristal, un monde de cristal, je dirais, voilà, un monde de cristal où tout est blanc, et les mots sont... Parce qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de forme telle que nous on peut se l'imaginer là dans la matière, tout est éthéré, voilà, il y a une continuité de la vie, de connexion, c'est-à-dire que il y a comme une forme de télépathie. Donc tout le monde a accès à tout le monde. Voilà, on est tous en lien. Mais en même temps, c'est pas séparé, c'est une unité. Voilà, une conscience collective. C'est tout ce que je pourrais dire. Oui, il y a vraiment une collective, oui, mais il y a une unité. Il y a des puissances un peu plus hautes, il y a des puissances un peu plus basses, mais il n'y a pas de... Comment je veux dire? Oui, on peut parler en termes de niveaux, mais ces niveaux, faut pas penser qu'il y en a un qui est plus bas que l'autre. Tout le monde fait grandir tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est plus juste. Voilà. Et on a intérêt à tout ce que tout le monde fasse grandir tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as souvenir de la dernière phrase que tu viens de dire en étant enfant? À savoir que tu sais que tu es ici pour que tout le monde puisse aider tout le monde à grandir. Oui, voilà. Et c'est-à-dire que moi, enfant, mais j'avais ce côté, je vois toujours le beau chez les gens. J'ai du mal à voir le mauvais ou d'où je me suis fait souvent avoir, parce que chez moi, je vois le beau, je vois l'âme pure telle qu'elle est quand elle vient. Voilà. Ce qu'il devrait être, au-delà de... Oui. Et ensuite, il y a la vie de tous les jours qui fait ce que les gens deviennent. Mais j'ai du mal avec ça, je ne le vois pas. Ou alors quand je le vois, je tombe de très haut parce que je me dis mais pourquoi c'est ainsi? Je comprends pas. C'est quelque chose dans ma tête qui prend pas forme. J'ai du mal à imaginer les gens mauvais. Voilà. Alors on va me dire oui, il y a des gens mauvais, mais voilà, je vois chez la personne ce qu'elle devrait être en réalité. Et c'est à cette personne-là que je parle.
au regard de ce que tu nous dis, j'ai peut-être écho tous ceux et celles qui aujourd'hui se disent hypersensibles et de cette hypersensibilité, justement en voyant l'autre peut-être tel qu'il devrait être dans un idéal, ou peut-être en immergeant de ce monde-là, dont nous venons peut-être tous, j'en sais rien, mais qu'importe, le sentiment de souffrir dans la matière. Et que se faire avoir, comme tu dis, est le lot commun de ces gens qui se disent hypersensibles. J'aimerais que tu puisses nous dire comment, au regard de ce que je viens de dire, tu as vécu ton enfance, peut-être même ton adolescence, comme justement, tu parlais de la nature comme étant ton ami ou une manière de te relier à cette essence, cette transcendance. Les humains, pour toi, sont quoi? C'est-à-dire que tu as, comme tu viens de le dire, avec la mémoire de ton souvenir de venir de là-haut, conscience qu'on doit tous s'élever les uns les autres, en voyant le meilleur chez l'autre, une manière de voir quel chemin il devrait suivre, j'allais dire. Mais l'humain et la matière étant peut-être tellement denses, comment peut-être être un enfant heureux et épanoui quand on a cette sensibilité dont tu nous parles, avec cette connexion ou l'oubli qui n'était pas là, quoi. Voilà, oui. Alors, qui est pourtant le lot de 99% des gens. Alors, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu sur mon chemin, sur mon cheminement, à chaque fois des personnes qui ont décelé ça chez moi et qui ont été vraiment bienveillants avec moi. Ça, par exemple, je donne un exemple, lorsqu'on voulait me conduire à l'école, je ne supportais pas d'aller à l'école. C'était quelque chose que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas être enfermé dans cette classe. C'est pas que je rejetais les autres enfants, mais le fait d'être enfermé et de plus être en contact avec la nature, ça me rendait fou. Vraiment, j'avais des crises de colère. J'avais des poussées de fièvre. Et alors là, ma maman a eu quand même ce côté génial, c'est qu'il y a des moments, elle me laissait à la maison. Et elle me laissait partir dans la nature, et j'habitais à la campagne aussi, c'était beaucoup plus facile. Et elle savait qu'après j'allais revenir, j'allais me calmer, et j'allais lui raconter tout ce que j'avais vu, et j'avais besoin de parler, et elle me laissait aller. Et ensuite je repartais le lendemain matin à l'école, un peu plus serein. Et au bout de 2 jours, c'était fini, je ne pouvais plus retourner à l'école, c'était reparti. Ce côté de l'école me posait un gros problème. Et jusqu'au jour où, à l'âge de mes 9 ans, j'étais dans une école de sœurs, il y a Sœur Louise, qui n'est plus là malheureusement, mais que je bénis parce que elle est allée à Lourdes et elle m'avait ramené une petite médaille de Lourdes et elle m'a dit tiens, tu vas vraiment en avoir besoin toi. Et je comprenais pas trop bien. Elle a vu dans mes yeux enfin, un gros point d'interrogation, je comprenais pas pourquoi elle me donnait ce médaillon. Et elle m'a dit tu as une particularité, mais surtout fais-en quelque chose de bien. Ne l'utilise pas à mauvais escient. Voilà. À l'époque, je l'ai reçu. J'ai pas totalement compris, j'avais 9 ans, donc voilà. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et rien que le fait de savoir qu'il y avait quelque chose et d'avoir reçu cette médaille, je me suis dit, tiens, je vais essayer de vivre avec ça, mais de le nourrir en étant toujours dans une expansion pour que les autres puissent en profiter aussi. Donc dans une générosité c'est pas le don de soi, c'est pas ça. C'était dans cette générosité de dire, ok, j'ai cet avantage-là, mais je vais pouvoir le partager d'abord avec mes potes proches, avec mes voisins, etc. Et le nombre de fois que des voisins venaient chez ma mère, qui disaient à ma mère, mais d'où vient cet enfant-là, quoi? Mais d'où tu l'as sorti? C'est pas possible qu'il puisse faire autant de choses par rapport à nous, rendre autant de services, être à l'écoute. Parce que même enfant, j'étais à l'écoute des personnes adultes et je les regardais, je parlais, j'avais pas les mots exacts ou j'avais pas la psychologie, mais rien que le fait de prêter cette oreille et cette écoute, les gens se sentaient mieux et ils se sentaient bien en ma présence. Voilà. Donc ça, c'était à l'âge de 9 ans. Ensuite... Je me permets, à nouveau, je suis désolé. Ça va être peut-être régulier hein, comme ça, mais c'est pas oui, grave. Vas-y. Le climat un petit peu général pour qu'on puisse saisir. Donc tu as parlé pour l'instant de ta mère surtout, tu n'as pas parlé de ton père, de peut-être le milieu culturel dans lequel tu as évolué.
On voit que la religion a été présente parce que être éduqué par des bonnes sœurs, c'est déjà une manière d'être un petit moyen peut-être et d'être reclus du monde. Oui. On regarde ta sensibilité, c'est ce que je note. T'as pas parlé non plus les membres de ta famille, tes frères peut-être, Oui. sûrs même, mais sœurs je sais pas, Sœur, oui. aussi. Mhm. Donc voilà, est-ce que de cette mémoire d'où tu viens et le fait d'être incorporé dans la religion catholique qui est là, qui est omniprésente, et peut-être c'est ce qui t'a, j'allais dire, sauvé, parce que Oui. quand tu parles de l'école... Mais c'est-à-dire qu'on m'a mis là parce qu'il n'y avait plus aucune école Voilà, c'est ça. qui m'acceptait, parce que à l'heure actuelle, on aurait peut-être dit que j'étais un enfant hyperactif, au caractériel, mais ce qui n'était pas le cas du tout. C'était juste le fait d'être enfermé et de ne pas pouvoir avoir cette liberté d'expression. Et je ne supportais pas ça. Comment ça se passait avec les bonnes sœurs? Alors, regarde ce que tu savais ou d'où tu venais. Alors, avec Sœur Louise, ça se passait très bien parce qu'elle avait vraiment capté quelque chose chez moi. Elle ne m'a jamais posé de questions par rapport à ce que je pouvais ressentir, mais elle m'a toujours emmené dans des explications par rapport aux autres. Par exemple, elle voyait quand je vivais quelque chose, ou quand il se passait quelque chose dans la classe et que j'étais un peu... de me dire non, mais c'est pas comme ça. Alors elle me laissait parler. Et quand je parlais, c'est assez étrange, mais les autres écoutaient, et automatiquement, il y avait un point de vue qui changeait, et ce point de vue, dès qu'il changeait, dans la classe, il y avait une ambiance où tout le monde était heureux, on rigolait, on se parlait, il n'y avait plus de friction, il n'y avait plus comment je vais dire, un peu de quelqu'un qui voulait dominer l'autre, etc. Et tout d'un coup, il y avait une sérénité. Et Sœur Louise jouait là-dessus avec moi. Voilà. Enfin, ça, je peux le dire qu'avec le recul, à ce moment-là, je n'en étais pas vraiment conscient. Moi, je rentrais dans le jeu. J'avais aucun problème de rentrer dans le jeu. Et ensuite, j'ai eu, quand je suis passé l'année supérieure, Sœur Blanche. Et là, ça a été totalement l'inverse. Pour elle, j'étais le démon. Voilà. Et là, ça a été un véritable cauchemar pour moi. Parce que pour elle, j'étais vraiment le démon. Que le responsable de l'école m'a retiré de la classe parce que cette sœur, en ma présence, devenait violente et je la rendais vraiment folle. Encore à l'heure actuelle, je n'ai pas de réponse à ça, mais elle était vraiment en irritation en ma présence. Elle était vraiment dans un état d'irritabilité et où à un moment donné, elle m'a même giflé parce qu'elle n'en pouvait plus. Et moi, j'ai pas compris. Et il y avait une autre personne qui avait fait un masque de moi, un masque noir avec des yeux rouges, des lèvres rouges, en disant mais t'es Satan. Et là, je comprenais pas. Et le responsable, par le biais de Sœur Louise, m'avait pris dans son bureau en disant mais tu peux plus rester dans cette école. Donc on a appelé mes parents, il ne peut pas rester dans cette école, ça ne va pas, voilà, ça devient trop perturbant pour les autres. Donc là, me voilà, retour à la case départ à la maison, et ma mère est allée voir une autre école qui était pas loin de la maison, et elle a parlé avec ce professeur, cet instituteur, qui lui, voilà, c'est encore une personne pour moi que je bénis, parce que je suis arrivé dans sa classe, et il m'a dit écoute bien, tu fais ce que tu veux. Tu as envie de quitter la classe, tu as envie d'aller te balader, tu le fais. Mais je te demande qu'une seule chose, c'est que quand tu reviens, tu nous racontes ce que tu as vu. Tu partages avec nous ce que tu as pu voir. Et rien que le fait que ce monsieur, cet instituteur me donne l'autorisation de ça, j'étais waouh. Ça m'a transporté. Oui, je veux bien le croire. Ouais. Et alors des fois, des moments dans la classe, je partais. Et pour les autres, c'est tout à fait normal, parce qu'ils attendaient le moment où moi j'allais venir raconter. Et ce qui est très, très drôle, c'est qu'il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de jalousie entre nous. Ça, c'était vraiment incroyable, parce que voilà, j'étais le seul qui pouvait quitter la classe. Et là, j'ai commencé à travailler à l'école. Là, j'ai commencé à avoir
de bonnes notes. Enfin, j'étais vraiment dans une moyenne. Et il m'a accompagné pendant les 3 années qui ont suivi. Et j'ai pu, grâce à lui, à me construire, je dirais, au niveau de l'école. Donc tu es en train de nous dire que autant tu pouvais susciter beaucoup d'amour et d'attention de certaines personnes, autant sur l'autre côté du spectre, la haine, sans qu'il y ait de mots ou d'explications à donner. Non. Juste, et ça, je le vis encore à l'heure actuelle. Je peux être quelque part, me trouver dans une pièce et avoir une personne tout d'un coup qui a une haine envers moi et qui ne me supporte pas et qui, il n'y a pas longtemps encore, et qui a des envies de me tuer. Plusieurs fois, on a voulu me tuer. Oui. D'accord. Je reviens sur... puisque quand on est dans un... Alors, je ne sais pas si c'était un couvent ou une école religieuse. Enfin, c'était une école religieuse catholique. Bon, alors, j'imagine qu'il y a du catéchisme. Oui. Je pense que c'est la base. En rapport au lien avec l'enseignement de Nouveau ou Ancien Testament, enfin, que sais-je. Bref, la religion, et au regard de toi, ta mémoire de ce que tu avais ou d'où tu venais, comment tu te positionnais dans le dialogue, le discours, les questions que tu pouvais poser, ou voire peut-être même les refus, les contestations? Alors, c'est très simple. Après, il faut se remettre à l'époque. Hein. Donc j'étais un enfant. Dans les années 60, encore, là oui. J'ai commencé à suivre le catéchisme. Et le curé m'a retiré du catéchisme. Parce que je perturbais trop par rapport aux questions que moi je posais. Et c'était des questionnements qu'il estimait que je n'avais pas à avoir en tant qu'enfant et que ça ne se faisait pas. Voilà. Par exemple, je ne pouvais pas comprendre pourquoi on parlait du Christ toujours avec la crucifixion et pourquoi on ne parlait pas de l'après-Christ, qui était pour moi le plus grand enseignement. Et ce qui était plus important pour moi, c'est ce qu'il a amené après, c'est pas ce qu'il a amené à la crucifixion. Je revenais toujours aussi avec aimez-vous les uns les autres. Et alors moi je disais au curé, je dis mais vous parlez de aimez-vous les uns les autres, mais il manque quelque chose dans aimez-vous les uns les autres. Et il me dit mais non, je dis mais si, c'est aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est comme je vous ai aimé qui est important. Il faut peut-être savoir comment il nous a aimés avant de pouvoir dire aimez-vous. C'est facile de dire aimez-vous les uns les autres, mais comment il nous a aimés. Oui, c'est juste. Ouais. Voilà. Et là, ça a commencé à poser des problèmes, ces questionnements. Voilà, donc j'ai pu faire ma communion, j'ai pu tout faire, mais sans faire le catéchisme. Relation avec frères et sœurs. T'as combien de frères et sœurs? 3 sœurs et un frère. Et t'es placé où dans la fratrie? Le dernier. En fait, j'étais celui qui n'était pas attendu. J'étais un peu l'accident du parcours. Et ça va, je vis très bien avec ça, il n'y a pas de problème. Ma mère a été très claire avec moi, mon père a été très clair avec ça. Donc voilà. Il y a un très grand décalage d'âge entre mon frère, mes sœurs et moi. Donc quand moi j'avais 6 ans, ils étaient déjà presque tous mariés et tout. Donc je ne peux pas dire qu'on avait une vraie fratrie entre frères et sœurs. Donc voilà, donc j'étais un peu la poupée de mes sœurs, voilà. Et mon frère, il y a eu pendant tout un temps une jalousie voilà, je le dérangeais beaucoup. Je le dérangeais beaucoup. Pas parce que j'étais le petit dernier et j'étais pas le petit favori, il faut pas croire. C'était lui le favori. Parce que c'était le premier de la famille, et donc c'était lui qui voilà, c'était encore le frère aîné, etc. Familiale, etc. Ouais. Et non, il ne m'aimait pas, tout simplement. Voilà, il ne m'aimait pas. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a quelques temps, on a pu avoir une belle discussion tous les deux, et tout ça est réglé, tout ça est... Parce qu'il a fini par comprendre. Il a fini par... donc, je fais juste une parenthèse. Il y a 30 ans, j'ai écrit un spectacle sur mon observation des gens. Et le spectacle commençait comme ça. Certains vivent d'espoir, d'autres de projets qui ne feront qu'attendre. Le prix de cette attente est la vieillesse, avec bien sûr la maladie et la mort qui est tout au bout. Et alors, on maudit le temps, les espoirs trompés, les choses qu'on aurait aimé faire, mais qu'on n'a pas faites, par peur, par crainte, par croyance,
et par éducation. Que reste-t-il de tout ce temps à attendre? Donc ça, j'ai écrit il y a 30 ans. Et il y a quelques mois, mon frère est venu me trouver. Il a dit on va se faire une balade tous les deux. On a pu régler les choses ensemble. Et il m'a ressorti cette phrase, cette réplique du spectacle qu'il était venu voir, que je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'il l'avait vu. Et il m'a dit, tu ne t'imagines pas, quand j'ai entendu cette réplique, comment j'ai pu te haïr. Et j'ai dit, mais j'ai pas écrit. Moi, j'ai écrit cette réplique pour essayer que les personnes puissent avoir à un moment donné une réflexion et penser un peu de quelle est la condition de ma vie actuellement. Et si elle ne me plaît pas, comment je peux faire, quelle baguette magique je pourrais avoir pour pouvoir changer les choses. On n'est pas obligé de changer tout, mais on peut changer certaines choses qui nous rendent un peu plus heureux et un peu plus légers. Parce que le but, quand même, quand on vient ici sur Terre, c'est quand même pour alléger un peu la matière. D'ailleurs, ton frère, au moment où tu as dit ça, était en retraite. Oui. Il est à la retraite toujours. Oui, il est à la retraite, oui. Et il a fait un petit laïus sur justement son parcours de vie ou la retraite. Est-ce que tu peux nous le donner? Mais en fait, mon frère, voilà, il fait partie de toutes ces personnes qui sont totalement ancrées dans le monde de la matière, ce qui n'est pas une critique, hein, c'est normal, c'est comme ça. Et lui, c'était vraiment le travail, et accumuler de l'argent. Et donc là, il est arrivé à l'âge de la retraite, et il se rend compte que la retraite, ce qui l'a beaucoup choqué, en fait, c'est qu'au bout il a encore eu la chance qu'il a fait 40 ans dans la même usine, il a pu travailler, donc il a fait vraiment 40 ans, ce qui est encore assez rare à l'heure actuelle. Et l'usine, pour le remercier de ses 40 années de loyaux services, on lui a offert une montre. Et il a dit, c'est ça que je représente? Le temps qui passe. Ah oui, mais ça l'a... Il dit, tout ce temps que j'ai pas... Vous m'offrez une montre? Vous auriez pu au moins m'offrir un voyage, ou une prime, ou un truc... Une montre. Et il leur a lancé la montre, il a dit, non, je ne veux pas de votre montre, gardez-la, quoi. Et puis il se retrouve avec une petite retraite, et il se rend compte de, voilà, 40 années où il y a cru, il y a vraiment cru, et il est dans une désillusion totale actuellement. Donc, en parlant avec moi, je lui dis, mais il n'est pas trop tard. J'ai dit, t'as ta retraite quand même, j'ai dit, bon, t'as ta maison, t'as quand même des choses, il faut pas tout renier en bloc. Et je dis, qu'est-ce qui te rendrait heureux là maintenant? Il dit, mais moi j'ai envie de voyager. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de voyager? Et dans sa conscience, le voyage, c'était encore quelque chose d'inaccessible pour lui. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on prend l'avion, le train et tout, mais pour lui, il était encore dans ce carcan de prendre l'avion. Mais non, mais attends, t'imagines prendre l'avion? Et je dis, mais quoi d'autre? T'as peut-être peur de prendre l'avion? Je dis, qu'est-ce que t'as? Il dit, mais moi j'aimerais m'acheter un mobil-home et faire le tour de l'Europe. Et je dis, mais fais-le. C'est pas compliqué de t'acheter un mobil-home et de faire le tour de l'Europe. Et je dis ça parce qu'il en a les moyens. Hein, c'est pas... Et là, il y a un mois, il m'a appelé, il m'a dit, Pete, enfin il m'appelle Pete, Peter, je vais passer chez toi, je vais me acheter un mobil-home et je pars faire le tour de l'Europe. Quoi. Et je dis, c'est génial. Et que vous me croyez ou pas, il avait tendance à l'alcool. Et depuis qu'il a pris cette décision, il m'a dit, je n'ai plus touché une goutte d'alcool. Et il a perdu 10 kilos. Et il est encore en train d'en perdre. Et j'ai un frère transformé. Super. Ouais, voilà. Il ne faut pas grand-chose. Exactement. Il ne faut pas grand-chose. Tu as eu des liens un peu particuliers donc avec tes sœurs. Tu parlais de... Voilà, tu étais un peu l'enfant, le bébé. Ouais, j'étais le jouet. Par procuration. Ouais, voilà. J'étais la Barbie, la poupée. Voilà, elles m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Mais ça, voilà, c'est des sœurs. Ensuite, après, une fois qu'elles ont été mariées, le lien, on se voit toujours, on est heureux de se voir, mais il n'y a plus de partage. Voilà, j'aurais aimé avoir un partage. J'ai la sœur qui est juste avant moi, on a un lien, on a un partage, parce que là, elle a commencé à s'intéresser au monde du bien-être, un peu le côté spirituel, etc. Donc on commence à avoir des échanges à ce niveau-là. Et elle me dit, mais comment toi tu peux savoir ça? Comment toi... Voilà, elles ont un peu elles ont fait un déni par rapport à ce que moi je pouvais avoir comme connaissance et que je pouvais leur apporter là, en direct.
Et non, c'est le petit frère, il peut pas savoir, quoi. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Et maintenant, le fait que ma sœur vienne et me pose, je sens bien qu'il y a une gêne parce que c'est ce côté, je suis la plus vieille, c'est moi qui devrais t'apporter. Et là, c'est toi qui m'apportes. Et dans leur tête, c'est pas normal. D'accord. Voilà, voilà. Mais ça commence à venir. Alors, tu es, d'un point de vue culturel, issu d'un milieu ouvrier. Papa était mineur. Mineur, oui. Relation avec papa? Alors, la relation avec papa, très difficile parce que mon père ne me voulait pas. Donc, ça, c'était clair. Pourquoi il ne me voulait pas? Parce que j'arrive et là où il pouvait commencer à dire je vais respirer un peu, il y a encore un bébé qui arrive. Et il faut savoir quand même que ce soit mon père ou ma mère, dès le départ, eux ne veulent pas d'enfants. Ils ne veulent pas d'enfants. Et ils se retrouvent avec 5 enfants. Quoi. Donc, il y a des choses à comprendre. Et ensuite, donc avec mon père me détestait ouvertement, il me détestait, il n'y avait pas de problème avec ça. J'ai pas eu de lien avec mon père pendant 27 ans, c'est-à-dire qu'on vivait dans la même maison, on partageait rien. J'ai embrassé mon père pour la première fois à l'âge de 27 ans, donc je savais pas c'était quoi d'un câlin de mon père. Mon père a fait des choses envers moi cruelles, c'est-à-dire que, oui, par 2 fois, il a essayé de m'assassiner. Voilà, et je le dis ouvertement parce que il n'y a pas de honte à ça, il y a pas de, je ne le juge pas pour ça du tout. Pourquoi? Parce que un jour, donc quand j'ai mes 27 ans, j'arrive chez ma mère et je vois mon père malade dans le fauteuil et ma mère me dit il faudrait le conduire à l'hôpital. Et donc je décide, je dis écoute, je vais te conduire à l'hôpital. Il me dit non, toi tu me touches pas. Je dis écoute, maintenant t'arrêtes. J'ai dit je te conduis à l'hôpital. Et je le conduis à l'hôpital. Et là le médecin me dit écoutez, votre père il lui reste plus que 2-3 semaines à vivre, il va mourir, quoi. Et je dis ok, d'accord. Et le médecin est interpellé par ma réaction assez froide. J'étais assez froid dans ma réaction. Et il me dit, mais c'est qui pour lui, vous, ce monsieur? Je dis, mais c'est mon père. Il dit, mais je suis en train de vous dire qu'il va mourir. Je dis, oui, d'accord, pas de problème, il va mourir, ok. Et on revient à la maison. Donc, à la maison, le médecin nous avait conseillé d'installer la chambre avec des bonbons d'oxygène, etc. Il avait la maladie des mineurs. Et là, je l'installe dans la chambre. Et là, il me dit, maintenant, tu fous le camp. Et c'est la seule fois où ma mère prend ma défense et dit mais qu'est-ce qui t'a fait cet enfant-là pour que tu le détestes autant? Et là, je décide de rester auprès de mon père. J'apprends à lui faire les piqûres, j'apprends à le laver, à le soigner et à essayer de dialoguer avec lui. Donc il fallait vraiment percer la carapace. Et au bout de 3-4 jours, une nuit, là, il commence à me parler. Et il commence à me raconter son histoire, que je ne connaissais pas et que personne dans la famille ne connaissait. Et quand je découvre cette histoire, je me dis, mais cet homme n'aurait pas pu faire autrement. N'aurait pas... cet homme à qui on a volé la vie, parce que à l'âge de 16 ans, il était apprenti boucher. À l'âge de 16 ans, il quitte la maison pour aller travailler. Les camions allemands s'arrêtent, le prennent et le mettent dans les camps. Et sa vie s'arrête là, quoi. Sa vie s'est arrêtée là, sur le bord du chemin. Et mon père était resté figé là. Voilà. Et en parlant avec lui, donc il a pu extérioriser et expliquer des choses qu'il avait enfouies en lui, qu'il n'avait jamais osé parler. Voilà. Et donc, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais donc de fil en aiguille, moi je commence à faire un peu les raccords. Et je me dis, ok, là je lâche. Il n'est pas responsable de ça. Voilà. Et cet homme avait lui-même un talent, c'était aussi un hypersensible, et il avait aussi ces dons, cette faculté aussi d'aller aider les gens. Mais ça, c'est un pan de mon père que personne dans la famille ne connaissait. Et d'ailleurs, quand il est décédé, on a reçu des courriers de partout de gens que mon père avait aidés. Et ça, on est resté étonné, quoi. Personne ne pouvait s'imaginer ça. Et mon père m'a demandé, avant de mourir, il dit « Je veux que ce soit toi qui me fermes les yeux ». Parce que là, ça a duré 3 semaines. Sur les 3 semaines, il m'a donné
tout l'amour que j'ai pas pu recevoir de lui pendant les 27 ans, quoi. Donc là, c'était vraiment pour moi quelque chose d'énorme, parce que cet amour-là, on l'a tous chacun en nous. Et quand mon père commence à partir, donc je lui ferme les yeux, et là il m'offre le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire je le vois quitter son corps. C'est comme s'il m'était donné l'autorisation de vivre ce moment avec lui et de le voir partir et de le voir repartir dans ce monde que je connais, que moi j'ai en moi. Alors au-delà qu'il mentionne, enfin que tu nous mentionnes, que tu le vois quitter son corps, l'esprit quitter son corps, juste avant qu'il parte, il voit d'ailleurs de l'autre côté ce qui se passe. Il voit de l'autre côté ce qui se passe. Oui, oui, il voit de l'autre côté ce qui se passe. Alors juste une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, si ça peut aider les personnes, c'est qu'il était dans son lit et avec ses mains, il reprenait les draps et il faisait ça avec ses draps. Je dis, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Je fais mes valises. Je dis, tu fais quoi? Il dit, je fais mes valises. Je dis, mais pourquoi tu fais tes valises? Il dit, parce que je vais partir. Je vais partir. Ils sont là, ils viennent me chercher, je vais partir. Je dis, mais qui est là? Ben là, tu les vois pas. Et limite, il me disputait, mais tu les vois pas, ils sont là. Et alors je dis, ah oui, d'accord, je faisais semblant, comme si. Moi, je les voyais, honnêtement, je ne les voyais pas. Et il me disait, mais ils sont là. Et j'ai mis qui est là? Mais là, il y a papa, il y a maman, il y a mon frère, il y a... Je dis, ah. Et il dit, mais je comprends pas parce que derrière, il y a autre chose. Il dit, c'est tout blanc. C'est tout blanc et vaporeux comme ça, comme un nuage. Il dit, je ne comprends pas. Et là, je dis, papa, c'est vers là que tu dois aller. Je dis, va dans cette direction-là. Et tous ceux qui sont là, ils sont là juste pour te montrer le chemin. Voilà. Il me dit, ah d'accord, d'accord. Et puis un jour, il m'a dit, les valises sont finies, sont terminées. Et donc ça, c'était un mardi, le matin, et à 16h, ben, il commence à partir, et puis là, vers 20h, 20h30, je ne sais plus exactement, il est parti définitivement, quoi. Et ce qui était très drôle, ce qui était amusant, c'est que le corps qui était là, donc ce corps organique, c'était plus lui. La vie était partie de lui, et là, c'était plus lui. Et tout d'un coup, ce corps n'était plus rien. Et ça, c'était une grande découverte pour moi, parce que tout d'un coup, j'ai compris que le lien à notre corps, c'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, nos cellules, elles sont conscientes. Hein, toutes les cellules de notre corps sont conscientes. Et en même temps, toutes ces cellules rassemblées forment un corps organique. Et ce corps organique, c'est comme un vaisseau, il reçoit une âme, un esprit, peu importe comment on l'appelle, une conscience, et vient, donc ce corps organique reçoit cette conscience, et tout d'un coup, il faut que cette conscience puisse être unis les uns aux autres, l'un et l'autre, pardon. Et cette unité permet à un moment donné de pouvoir se véhiculer dans ce monde de la matière. Et ça, je l'ai compris avec la mort de mon père, quand j'ai vu ce corps organique qui n'était plus qu'un corps organique. Quoi, voilà. Ouais, donc on est plusieurs à l'intérieur, quoi. Façon de parler, mais plusieurs consciences. Conscience du corps qui... Il y a la conscience organique, c'est très important. Conscience organique, qui est en fait la conscience organique qui est reliée à tout le vivant sur Terre. Je parle sur Terre, hein, je ne parle pas d'ailleurs, je parle sur Terre. Donc qui est relié, c'est-à-dire au monde minéral, au monde végétal, au monde animal et au monde humain. D'accord ? Donc ce corps, il a 5 sens. Donc on utilise nos sens vraiment... c'est très basique l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on a l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, et je ne sais plus, j'ai dit l'ouïe, la vue, le toucher, le goût. Et on reste très basique, on reste très dans ok, c'est de la matière. Les premiers dons que je pourrais dire aux personnes de développer ces dons-là, ça, ce sont nos premiers dons quand on arrive. Et ce sont ces dons-là qui nous permettent de voyager sur cette terre. Et pourquoi ? Parce que si on travaille notre odorat, on le dit, celui-là, je ne le sens pas. Mais si on affine un peu comme les sommeliers, etc., ou qui peuvent sentir le vin et dire, oh oui, il y a ça, il y a tel goût, il y a tel fruit, etc. Mais si on fait ça avec les gens, on en est capable aussi de sentir la personne. La personne peut nous nourrir également.
On peut se nourrir de la matière, d'aliments, mais on peut se nourrir d'une personne également. Et on peut développer tout ça. Le toucher, à l'heure actuelle, on est en train d'éliminer le toucher chez les gens. Oui, on a un toucher tactile, on a une tablette, mais le toucher réel de la personne. C'est-à-dire qu'on peut se toucher, bonjour, je te serre la main, etc. Mais rien qu'un geste bienveillant peut aider une personne à se sentir mieux. Rien que ça. On n'est pas obligé de faire des séances de magnétisme pendant des heures, mais rien qu'un toucher bienveillant, avec une intention de « ça va aller ». Et puis il y a la vue qui est en fait la projection de ce que nous imaginons. On ne voit pas dans ce sens-là, mais on voit comme ça, comme le projecteur au cinéma qui projette le film. On est tous, chacun, on est plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, eh bien, il y a plus de 7 milliards de films différents. C'est ça qui est génial, cette différence. Donc voilà, et le goût, pareil. Si on arrive à développer tout ça, déjà, on va avoir une écoute qui sera totalement différente de l'autre. Et dans cette écoute, on va pouvoir aussi entendre le besoin de l'autre. Mais il faut juste prendre le temps. Faut pas se dépêcher, c'est juste prendre le temps. Et on sait que le temps n'existe pas, mais bon, on est dans le monde de la matière, on en parle, donc je l'incorpore dans la discussion. Mais en même temps, en ayant tous ces sens en éveil, ça va nous permettre d'éveiller d'autres sens, d'aller rechercher d'autres sens. Il y a 2 sens en plus encore. Et en allant chercher tous ces sens, en ce moment-là, on commence à alléger la matière. La matière qui est lourde pour nous à l'heure actuelle peut devenir beaucoup plus légère. Je ne dis pas plus facile à vivre, mais plus légère. Donc on va pouvoir respirer beaucoup plus facilement. Donc voilà. On parle du mariage, par exemple. Le premier mariage que les gens devraient prendre conscience, c'est ce mariage de cette conscience qui vient, ou de cet esprit, si c'est plus clair, ou de cette âme, peu importe, qui incarne le corps, la conscience organique, c'est le premier mariage. C'est cette union-là qu'il faut d'abord réaliser. On vit dans un monde qui nous explique qu'on est divisé, qu'on est dans un monde de dualité. Si on unit ces 2 consciences, on rentre dans un monde d'unité, de collaboration totale entre le monde de l'invisible et le monde du visible. Et pourquoi, quand on est dans cette unité, on peut être dans le monde invisible et visible en même temps? Parce qu'on est relié par une conscience intuitive. Et cette intuition peut nous permettre d'avoir des infos par rapport à la mission qu'on est venu réaliser sur Terre, et d'avoir le choix de s'ouvrir des probabilités, de se dire « Ok, moi je fais le choix de ça ». Et on n'est pas fermé avec des œillères et quelque part un peu victime des circonstances qui se présentent à nous. Très belle histoire sur les derniers instants de ton père et le lien qui se fait pour la première fois peu de temps avant sa mort, sur le beau cadeau qu'il t'ait permis de reconnecter, recontacter, parce que finalement à 27 ans, je ne sais pas si pour toi ce monde de l'invisible dont tu avais souvenir quand tu as grandi, à un moment donné, peut-être, dans quelle mesure est-ce qu'il s'est estompé dû justement à ces fameux conditionnements, même si tu soulignes que chez toi, te conditionner devait être extrêmement difficile, pour preuve le fait que tu aies bougé avec l'école et que ton hypersensibilité ou la nature était omniprésente. Mais pourquoi, d'après toi, est-ce que à 27 ans, tu vois l'esprit ou l'âme de ton père quitter son corps? Qu'est-ce que ça éveille en toi à ce moment-là? Alors là, je dois juste faire un petit return. Dans ma tête, à l'âge enfant et adolescent, il était important pour moi de marcher. J'explique pourquoi. Pour faire le lien. Il était important de marcher parce que dans ma tête, ça va peut-être paraître ridicule, mais j'avais l'impression que si j'arrêtais de marcher, j'arrêtais de faire tourner le monde. C'est-à-dire, un peu comme cet acrobate sur son ballon qui marche en équilibre,
et qui doit marcher pour que le ballon puisse tourner et faire la tour de Pistos étoiles. Et j'étais convaincu que le fait de marcher faisait tourner la Terre, faisait tourner tout le cosmos, donc qu'on était relié à ce grand tout qui nous dépasse, bien sûr, dont on n'en a pas vraiment toute l'étendue. Ouais, ouais. Mais là, c'était quelque chose chez moi d'hyper important. Pourquoi je dis ça et quel est le rapport avec mon père Parce qu'à un moment donné, quand je marchais comme ça, que je partais dans la nature, que je marchais, je vivais des choses. Oui, je percevais des choses, je voyais des choses. Je partais quelque part, et puis je me retrouvais à un autre endroit et je me souvenais pas. C'est comme si j'avais fait un bond dans le temps. Et tu veux dire des absences? Des absences, oui, oui. Et bon, à l'heure actuelle, on dit missing time, ouais. Mais je sais pas trop si c'est ça. Je sais pas. Je vais pas dire que c'est des missing time, mais bon, en tout cas, là où je pouvais marcher, que je savais que j'allais marcher peut-être 1 heure, je me retrouvais à un lieu qu'il me fallait 3 heures pour revenir, par exemple. Et donc, je vivais ces expériences, mais encore une fois, je n'en parlais pas. À l'époque, il n'y avait pas tous les bouquins et toutes ces choses-là qui existent maintenant. Et donc, je gardais tout ça pour moi. À partir de l'adolescence, j'ai commencé à tout garder pour moi. J'ai arrêté parce que les blagues commencent à devenir un peu lourdes, et c'était bon, quoi. Parce que tu gardes, enfin ouais, donc si j'entends bien, tu as commencé à en parler quand peut-être c'est arrivé un peu au début, etc. Mais tu as vu que tu étais non cru, ridiculisé, qu'on se moquait de toi. J'étais plus ridiculisé que pris au sérieux. D'accord. D'où le fait qu'à l'adolescence, voilà, tu gardes pour toi. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de te dire, c'est que là où je suis né, en Belgique, je suis né dans le village où on a brûlé la dernière sorcière, en Belgique. Et c'est un village où à toutes les portes, vous avez des diseuses de bonne aventure, des tirages de cartes, des gens qui font la mare de café, du spiritisme. Enfin, donc, quelque part, l'environnement dans lequel je baigne, même à la maison, mes sœurs, des fois, essaient de tirer les cartes, etc. Donc, l'environnement dans lequel je baignais était quand même, je veux dire, ouvert, mais ouvert dans le côté négatif de la chose. Ou occultisme. Oui, c'est-à-dire, c'est comment je vais pouvoir obtenir ça de l'autre, comment je vais pouvoir manipuler celui-là, comment je vais pouvoir... voilà. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui était vraiment... j'avais un rejet profond. Rédhibitoire, ouais. Et que plusieurs personnes qui sont dans la maison, quand j'étais présent, quittaient la maison parce qu'ils disaient non, il est là, moi, je reste pas, quoi. Et... pourquoi je disais ça maintenant? Oui, pour dire que j'étais quand même dans un environnement qui était propice à tout ça aussi. Mais pas dans le bon sens du terme. Voilà. Donc ton père et le fait que tu vois son esprit? Alors, mon père, le fait que je vois son esprit, c'est-à-dire que donc jusqu'à l'âge de... je dirais attends, que je ne dise pas de bêtises, 22, 23... Jusqu'à l'âge de 24 ans, donc tout ce côté de potentiel que j'avais en moi, j'ai vraiment mis ça dans une tour d'ivoire. Je l'ai vraiment occulté à la vue des autres. Parce ça n'a pas fait un déni pour toi. Pour toi, ça existait toujours. Enfin, moi, je le vivais intimement, comme un carnet intime. Okay. C'était intime. Mais je ne l'ai plus partagé. À partir de l'âge de 15 ans, je ne l'ai plus partagé. Je ne l'ai plus partagé parce que ça devenait trop... C'était pas évident à vivre, tout simplement. Donc, voilà. Entre-temps, durant cette période, j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré un très grand médium avec qui j'ai partagé des choses. Mais ce sont des gens qui sont venus à moi. C'est pas moi qui suis allé à eux. Et je les ai rencontrés sur mon chemin. Voilà. J'ai rencontré des précurseurs déjà de l'homéopathie, de l'hypnose, etc., avec qui j'ai vécu des expériences, on a fait des recherches. Enfin voilà, voilà. Mais c'était vraiment, là, c'était mon carnet intime. Et pour le reste, j'ai vécu une vie tout à fait normale. Je suis allé à l'école, je suis à l'école de coiffure, je suis devenu coiffeur. Et juste parce que la coiffure, on va l'aborder, bien évidemment. Oui. Juste sur qu'est-ce qui a déclenché chez toi le fait que tu vois l'âme de ton père sortir du corps, vu que tu avais mis ça de côté,
si je suis tout ton discours, c'est comme si ça avait été l'occasion de, là, pour le coup, accepter à nouveau de l'exprimer au L'autorisation. monde. Ouais. C'était une autorisation. C'est D'accord. comme si mon père me disait, écoute fils, tu es dans le bon, continue, poursuis, quoi. D'accord. Voilà. Et ça a été pour moi, oui, révélateur. Mais c'est pas pour ça que j'ai commencé à exposer, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement là derrière, quand même, parce que j'ai essayé à un moment donné, j'ai quand même essayé de comprendre ce qui est en moi, ce qui se passe dans ma tête et ce que je vois. Et pourquoi je vois chez l'autre le bon et pas le mauvais. Enfin voilà, c'est étrange ce que je peux dire là, mais je vois pas les gens mauvais. Je les vois pas. C'est des personnes autour de moi qui me disent « Mais Peter, comment tu peux faire confiance à une personne comme ça ?» Donc on peut supposer que tu as beaucoup de patience. Oui, j'ai beaucoup de patience. Je me suis fait beaucoup rouler aussi. Ouais. Je me suis fait beaucoup rouler, mais en même temps, je leur en veux pas. Je leur en veux pas parce que je sais qu'ils sont bons. Il y a des tas de gens à qui j'aurais pu faire des procès, qui m'ont roulé financièrement, etc. Mais non, c'est pas... Non. Je sais qu'ils vont comprendre à un moment donné, je le sais, et ils vont comprendre. Mais doit-on comprendre au détriment de toi en l'occurrence ? Mais moi en fait, au détriment de moi je ne suis pas au détriment, puisque je vis ma vie et je suis heureux. Oui, il y a eu des coups durs, il y a eu des coups bas, il y a eu des moments, boum, mais automatiquement en moi, il y a un ressort qui fait que la vie elle est belle. J'ai juste qu'à repartir dans la nature, et la nature elle m'offre tout. Mon école, c'est la nature. De temps en temps, oui, je lis des livres, mais j'ai trouvé mes plus grandes réponses dans la nature. Pourquoi la coiffure ? Alors, donc, je suis rentré à l'école de coiffure vraiment parce que l'école était juste derrière la maison et qu'il ne fallait pas que j'aille très loin. Donc, il y a ça. Et en plus, je savais qu'il y avait un professeur là-bas qui était un fou de théâtre et qui donnait des cours de théâtre, en plus des cours. Et comme j'aimais bien le théâtre, je me dis, ok, je vais là-bas pour ça. Voilà. Ça, c'était le deal que j'avais avec moi. Donc voilà, j'ai eu une énorme chance, comme je te l'ai dit, j'étais tout seul avec 22 filles dans la classe. Seul garçon, 22 filles. C'était vraiment de très très belles années. D'échange, de partage. Difficile d'ailleurs avec la jante féminine. Pardon ? Difficile ou pas avec la jante féminine ? Non, hyper facile. Non, moi j'ai développé tout mon côté féminin durant ces période-là. Quoi. Ça a été... D'ailleurs, on a même cru que j'étais homosexuel pendant très longtemps. Et de sortir avec des femmes ou des filles en étant adolescent, pas de problème ? Ah non, aucun problème. Non. Et même vis-à-vis d'elle, tu gardais secret Oui, je gardais le secret. Non, okay. Je n'ai jamais révélé le secret. Non, je dis une bêtise. À une personne. Je l'ai fait. Ouais, à une personne, je l'ai fait. Et ce qui a été très étrange, on avait une amitié, on avait un amour profond et tout, et je me dis, ok, elle, je peux lui dire. Et je savais que je pouvais lui dire, donc je lui ai dit, et elle l'a reçu tout à fait normalement, et on a partagé ça pendant un temps, et ensuite, je ne sais pas pourquoi, la vie a fait, mais ça c'est l'école qui s'est retournée contre nous. Donc les femmes, les filles, ok. Ça se passe très bien. Très bien, très bien. Donc je parlais donc de cette amie avec qui on partage tout ça. Et donc là, on était à la fin de l'école, la dernière année d'école de coiffure. Et il y a eu, et encore maintenant, je ne peux pas l'expliquer, une jalousie qui s'est installée de la part des professeurs envers nous. Et ils ont tout fait, vraiment, pour qu'on puisse ne plus être ensemble. Et alors, chose étonnante, c'est que cette amie, à un moment donné, a été envoyée, donc c'est une amie grecque, elle est grecque. Entre-temps, son frère, malheureusement, est décédé, ils l'ont enterré en Grèce. Elle est partie en Grèce. Et donc, moi, j'attendais qu'elle revienne pour qu'on puisse continuer ce qu'on avait envisagé ensemble de faire après l'école de coiffure. Et elle n'est plus jamais revenue. Et moi, je ne comprenais pas.
Et j'ai essayé d'avoir son adresse, on ne voulait pas me donner son adresse, il n'y avait pas les portables à l'époque, etc. Donc j'ai essayé d'avoir un numéro de téléphone fixe, et on ne me le donnait pas. Donc entre-temps, moi, après l'école, je devais faire mon service militaire, donc je suis rentré à l'armée, et durant les 3-4 premiers mois, j'ai essayé de trouver les contacts, j'ai demandé à l'école, j'ai demandé rien, mais vraiment le silence total. Et j'ai plus de contact avec cet ami. Et là, c'était un gros point d'interrogation. Je termine mon service militaire, j'arrive... j'ai réussi entre-temps, à obtenir une adresse. Je lui ai écrit des lettres, j'ai tout envoyé, et pas de réponse, rien du tout. Et là, je termine mon service militaire, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et là, je décide de m'installer comme coiffeur. Donc je m'installe comme coiffeur. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis installé le 1er octobre et la dernière semaine de septembre, on vient toquer à ma porte du centre de coiffure. J'étais en train de nettoyer, etc., d'aménager. Et c'est la sœur de cet ami qui vient me voir. Et elle me dit, Peter, je viens te demander pardon. J'ai dit, mais pardon de quoi ? Elle dit, parce qu'on a tout fait pour que tu n'aies plus de contact avec ma sœur. Elle dit, c'est moi qui ai réquisitionné toutes tes lettres. Elle n'a jamais reçu ta lettre, elle n'a jamais... Et voilà, donc... Pourquoi ? En quoi la sœur... je ne comprends pas. C'était de la jalousie. Les gens n'ont pas supporté le lien que nous avions. Et elle me dit, voilà, ma sœur maintenant, écoute, elle va se marier. Elle est avec un mec complètement fou. Est-ce que tu peux pas venir en Grèce pour la récupérer, parce qu'il n'y a que toi qu'elle pourrait écouter, quoi. Et j'ai dit, mais attendez, t'imagines ce que vous nous avez fait ? Et j'ai dit, ok, je prends l'avion. Donc je m'installais, le salon ouvrait le mardi, et j'ai pris un avion le jeudi d'avant, pour dire de passer le week-end là-bas et de revenir le lundi pour faire l'ouverture du salon le mardi. Et je prends l'avion, donc je l'appelle, je dis, écoute... je dis à sa sœur, je dis, écoute, je pars. Voilà, je pars. Et je pars pour aller la rechercher. J'arrive à l'aéroport, et là, j'attends qu'on vienne me chercher. Personne ne vient me chercher. J'avais un numéro de téléphone de la sœur, j'appelle, j'écoute, je dis, il n'y a personne. Mais elle dit, mais Peter, si, ils sont partis chercher à l'aéroport. Je dis, mais non, il n'y a personne. Et en fait, eux m'attendaient à un autre aéroport moi, j'étais je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Olympique ou l'Olympique, je ne sais plus. Enfin, j'étais à un aéroport, et eux m'attendaient à un autre aéroport, beaucoup plus loin, quoi. Et là, je dis, il y a quelque chose qui me fait en main, non, stop, rentre. Cette histoire, elle doit se terminer. Donc là, je reprends l'avion. Et je me souviens, au moment où je prenais l'avion, eux arrivaient en courant, en faisant signe. Et moi, j'ai repris l'avion, je suis parti. C'est presque un film, hein. Et chose étrange, c'est que plus de 20 ans après, je reçois un email. Est-ce que c'est bien toi, Peter ? Voilà, je suis... Et j'ai dit, waouh. Et donc, elle m'avait retrouvé. Elle dit, voilà, je suis en Belgique pour le moment, est-ce qu'on peut juste se voir ? Donc, pour qu'on parle ensemble de ce qui s'est passé. Donc, je suis allé la voir, on a discuté tous les deux, elle m'a raconté son histoire, c'était terrible. Et le fait qu'on se soit juste retrouvés, qu'on ait pu parler, qu'on ait pu remettre les choses à plat, et elle m'a juste remercié pour la force que je lui ai donnée de pouvoir d'avoir... Parce qu'elle m'a dit, j'ai toujours pensé à toi. Même dans les moments les plus durs, dès que je pensais à toi, la vie s'ouvrait à moi à nouveau. Elle dit, c'est pour ça que j'ai résisté. Et elle dit, maintenant, je reprends une nouvelle vie. Et je dis, vas-y, prends-la ta vie, tu l'as mérité, quoi. Et là, maintenant, je sais où elle vit, on est toujours en contact. Elle fait des choses merveilleuses, elle a une superbe vie maintenant, quoi. Voilà, ça c'est... Comment ça s'est passé, ton passage, j'allais dire, à l'armée, sachant que tu as étudié durant un certain nombre d'années qu'avec des filles, tu passes à l'armée, qu'avec des hommes, pour le coup, transition un peu hard rock. Ça a été le cauchemar pour moi. C'était tout d'un coup, j'étais dans un autre monde et je comprenais pas je comprenais pas le langage masculin. Il m'a fallu facilement 15 jours, 3 semaines. Oui, il m'a bien fallu 3 semaines pour essayer de m'adapter au mode masculin. C'était vraiment, pour moi, c'était extraterrestre, quoi. Je ne comprenais pas la manière
qu'ils avaient de parler des femmes et les mots qu'ils utilisaient, que je ne me permettrai pas de prononcer, mais les mots qu'ils utilisaient, je n'avais jamais entendu ça. Et je ne comprenais pas, quoi. Et alors ce côté un peu... oui, on restait la semaine à la caserne, et puis le vendredi, c'était des bêtes en cage, quoi, qui attendaient qu'une seule chose, de rentrer. Ils avaient besoin d'une femme, ils avaient besoin... Ah, c'était quelque chose pour moi d'effrayant, vraiment d'effrayant. Est-ce que justement tu n'avais pas trop de raillerie de leur côté vis-à-vis de toi qui devait être justement dans cette sensibilité féminine? Et j'imagine qu'à un moment donné, bah toi tu viens d'où, tu fais quoi? Bah moi je suis coiffeur. Oui, eh bien, contrairement, non. J'ai pas eu de problème à l'armée, c'est-à-dire que ce qui a été très drôle, c'est que justement le fait d'avoir été seul mec avec 22 filles, je suis devenu le conseiller des mecs de la chambrée pour voir comment ils pouvaient approcher les filles. Ah ah, voilà. Donc je suis devenu un conseiller féminin auprès des mâles de la chambre. Et donc voilà, donc c'est devenu, ça a été très sympathique très vite, quoi. Il n'y a vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. Pour les internautes, tu arrêtes totalement la coiffure à 22 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, sachant que, comme on l'a compris, tu décides d'aller vers, entre guillemets, la coiffure parce que c'est près de chez toi. Il y a donc un aspect sécuritaire qui est présent, et en même temps, il y a l'appel avec la comédie qui s'y trouve. Apparemment, tu parlais tout à l'heure, juste avant d'aller rejoindre ton ami en Grèce, que tu allais ouvrir ton salon de coiffure. J'imagine que ça s'est fait. Oui. Donc, super. Et comme je viens de l'annoncer, 22 ans, tu t'arrêtes tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, du jour au lendemain, quasiment, pouf? Eh bien, c'est simple. Bon, quand je sors de l'armée, je suis un peu quand même déphasé, parce que 12 mois drillé, etc., bon, j'en suis ressorti quand même intact. Mais donc j'avoue que avec cette histoire aussi avec cet ami, j'étais un peu paumé. Et là, je me dis bon voilà, je vais m'installer comme coiffeur. Donc j'ouvre un salon de coiffure, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, parce que comme à l'école je supportais pas d'être enfermé, là je m'enfermais moi-même dans un salon de coiffure. Et là, ça devenait le cauchemar pour moi. Et ce qui était très drôle, c'est que plus ça devenait un cauchemar pour moi, plus j'avais de monde. Ça, j'ai toujours pas compris. Mais je faisais quand même bien mon métier. Je ne bâclais pas mon métier. Hein. Et en même temps, je devenais un peu le confident des clientes, des clients. Et il y avait un petit côté psychologue comme ça. Qui se retrouve dans le corps de métier. Hein, oui, voilà. Et puis un jour, je reçois un appel téléphonique de l'équipe nationale, du directeur de l'équipe nationale de Belgique de coiffure, qui me dit, voilà, nous avons un coiffeur qui est malade dans l'équipe, est-ce que tu pourrais venir le remplacer parce que nous avons le championnat d'Europe dans une semaine, est-ce que tu as envie de participer au championnat d'Europe? Et là, moi, je dis, waouh, oui, voyage, donc championnat d'Europe à Helsinki, Finlande. Donc je dis, bah oui, un voyage, ok, je pars, quoi. C'était une belle opportunité pour moi. Tu quittes la cage. Voilà, je quitte la cage. Mais je m'étais mis moi-même en cage. C'est ça. Donc c'est la faute à personne, c'est juste moi. Et donc, ben voilà, le responsable de l'équipe me dit bien, bah, écoute Peter, ne t'attends pas à grand-chose parce que tu t'es pas entraîné, etc. Nous, il nous fallait un 6e coiffeur, parce que pour que l'équipe Belgique soit représentée, il fallait 6 coiffeurs, un groupe de 6 coiffeurs. Je dis ok, d'accord, donc on ouvre la partie Helsinki, on arrive là-bas, on se prépare, on répète, on m'explique un peu ce qu'il faut faire, et moi sur scène, j'ai cette sensibilité qui me dit mais nous on est en train de se tromper, c'est pas ça qu'il faut faire. Et j'explique au chorégraphe, j'explique au coiffeur, on devrait faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, le chorégraphe ne prend pas très au sérieux ce que je lui dis, parce que pour lui, je suis coiffeur, je suis pas chorégraphe. Et pourquoi un chorégraphe? Parce qu'il faut savoir qu'on avait 3 coiffures à faire. On avait la coiffure jour, petit soir et grand soir. Donc la coiffure de jour, on doit la faire en 1 minute 30. 1 minute 30? Oui, mais c'était tout des chorégraphies. Hein. Ensuite, cette coiffure-là, il fallait la transformer en petit soir. Là, on avait 2 minutes 30.
Et la petite soirée, il fallait la transformer en grand soir. Et là, je crois que c'était 3 minutes 30 ou 4 minutes, je ne sais plus. Et entre eux, il y avait chaque fois un défilé et une chorégraphie avec les coiffeurs et les mannequins qui défilaient sur un grand podium, etc. Donc on était sur scène. Et à un moment donné, j'en parle au responsable. Je lui dis, écoute, on devrait peut-être faire comme ça, je ne comprends pas. Si on fait comme ça n'a pas de sens. Et les coiffeurs étaient plus ou moins d'accord avec moi aussi. Et les mannequins aussi. Donc à un moment donné, le responsable dit, ok, on va faire comme Peter a dit, on le fait. Voilà. Et il se fait qu'on gagne le championnat d'Europe. Je ne dis pas qu'on l'a gagné grâce à moi. C'était un travail d'équipe, c'était un travail vraiment d'ensemble. Et donc voilà, donc de là, on est prêt à... comme on a gagné le championnat d'Europe, donc ça se passe en 87, en juin 87, on décide, automatiquement, on est sélectionné pour le championnat du monde qui se passait en septembre 87 à Cannes. Donc nous voilà partis à Cannes pour le championnat du monde. Et rebelote, je ne suis pas d'accord avec le chorégraphe, je lui dis non, ça ne va pas, ce que tu présentes, ça ne va pas. Et je représente autre chose, j'explique, etc. Et c'est ma chorégraphie qu'on prend en compte. Pardon. Et en même temps, parallèlement, mon ancien patron, chez qui j'avais fait tous mes stages de coiffure, était venu me voir. Il m'a dit, Peter, je t'ai inscrit en individuel, vas-y vite, va faire le concours en individuel. Et je dis, ouais, ok, mais je ne t'ai pas préparé, parce que là, bon, j'ai dit, ok, d'accord, j'y vais. Mais j'avoue que je m'en foutais complètement. J'avais un total lâcher-prise à ce niveau-là. Voilà. Rien à prouver. J'étais content, j'étais là, j'étais ailleurs que le salon de coiffure. J'étais évadé, voilà, et j'étais libre. Donc voilà, donc le concours se passe, tout se passe, et nous voilà donc champions du monde de la coiffure en 87. Et je me dis, bon, ben, il faut quand même appeler papa-maman pour prévenir et dire que voilà, il va y avoir les remises des prix, j'aimerais bien que vous soyez là parce que tout était organisé. À l'époque, il n'y a toujours pas de téléphone portable, donc il y avait, sur la croisette, il y avait une cabine téléphonique. Je vais dans cette cabine téléphonique, j'appelle et c'est ma mère qui décroche. Et je dis à ma mère, je dis voilà maman, ben écoute, voilà, je suis champion du monde de la coiffure. Ah ben écoute, j'ai pas trop le temps, je suis en train de regarder une émission de télé, écoute, plus tard. Elle me raccroche au nez. Ouais, c'est comique hein, quand même. Non, mais parce que depuis ce que tu racontes quand même, que ça soit avec ton ami Léo Grèce, voir qu'ils se sont plantés. Non mais c'est des sketchs. Genre toi qui es réalisateur, oui, voilà. Tu écrirais ce genre de scénario, tu dirais non c'est trop gros, ça passera pas. Oui, voilà. Mais je pourrais raconter des tas de choses qu'on dirait mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et douche froide donc. Et là, dans cette cabine téléphonique, là je me décompose. Mais quand je dis décomposé, c'est vraiment la sensation que j'ai. J'ai l'impression que toutes mes cellules, tout part en vrille, quoi. Tout est éclaté, tout est. Et c'est là que je prends conscience, oui, du mensonge que je me faisais à moi-même. C'est-à-dire que tout ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de le faire pour maman, pour faire plaisir à maman. Malgré les capacités que j'avais, mais que je gardais, que je travaillais pour moi, etc. Parce que ça, c'était mon jardin secret. Et quelque part, heureusement que je l'ai protégé jusqu'à ce moment-là, heureusement. Là, je m'effondre. Et je prends la décision à partir de là, je dis maintenant, je vais ne faire que ce que j'aime. Voilà. Et donc, ça m'a pris à peu près une année, le temps de rentrer en Belgique, le temps j'ai délaissé tous mes titres, j'ai tout donné, j'ai renoncé à tout. J'ai vendu mon salon, non pardon, j'ai même pas vendu mon salon de coiffure, je l'ai donné à mon ouvrière, j'ai tout donné. J'ai juste pris l'équivalent d'à peu près 1000 euros, donc 1000 euros, et je suis parti à Paris. Comment, excuse-moi, j'ai une pause, comment est-ce qu'on peut donner un salon de coiffure qui marche du tonnerre de Dieu? Ah, il marchait du tonnerre de Dieu. Ah oui, comment mais attends, je gagnais un en plus, tu es champion dingue. du monde. Non, mais attends, c'est juste pour que ceux qui nous écoutent là réalisent, c'est pour ça que je donne les mots-clés. Hein. Tu es champion du monde, tu as 22 ans. Tu as un salon de coiffure qui marche du tonnerre de Dieu, tu ne le vends pas, donc tu ne vends pas ta clientèle, tu le donnes. Oui. Et tu pars, tu le dis rapidement, à Paris avec 1000 euros en poche. Comment fais-tu
l'état d'esprit, quelqu'un de raisonnable dirait non mais attends, déjà, si tu as envie de changer de vie, oui, pourquoi pas, mais tu vends ton affaire au plus offrant, ou tu mets un gérant, ou tu mets ton ouvrier en gérance. Voilà, voilà. Alors, explique-nous ton choix et pourquoi est-ce que c'est cohérent à tes yeux, là? Là, c'est cohérent à mes yeux parce que ça, c'était le boulet. C'était le boulet que je traînais à mon pied. Et à un moment donné, il faut se libérer. Je gagnais beaucoup d'argent. Je ne le cache pas, je gagnais beaucoup d'argent. Et donc, j'ai pu connaître ce côté de ce que l'argent peut apporter. D'accord ? Et en fin de compte, c'est devenu un boulet. Et il fallait se libérer de ce boulet. Voilà. Et donc, la meilleure façon de se libérer de ce boulet, c'est de s'en détacher complètement. Et de ne plus avoir affaire avec. C'est-à-dire que, ce que je dis souvent aux gens, arrêtez de faire revenir le passé en avant. Si vous voulez avoir du bonheur, reconstruisez sur des bases du bonheur, pour qu'ensuite votre passé devienne que du bonheur. Tu as fait le grand ménage de printemps, mais le ménage, pourquoi ne pas l'avoir fait à travers la vente, sans pour autant choisir un gérant et le mettre à la place? Ce que je comprends, il y a toujours le lien qui est là. Mais le vendre avec la clientèle qu'il y avait, et qui aurait amené le pécule, et pour partir comme tu le voulais, quitter la Belgique. C'était l'argent de la coiffure. C'était l'argent de la coiffure. Donc ça, c'est l'argent de maman. Tu vois ? Ça ne m'appartenait pas. Ça aurait été malhonnête de ma part de prendre cet argent et de commencer, je sais, ça peut paraître bizarre, hein, mais de recommencer une vie avec de l'argent qui m'a apporté que du malheur. Parce que je n'ai pas été heureux pendant ce temps-là. Le champion du monde, le champion d'Europe ont été les pires cauchemars de ma vie. C'est les moments les plus noirs de ma vie. Pourtant, tu disais sortir de ta cage, sortir de ton salon, oui. Le voyage. Oui, mais avec cette histoire de coup de téléphone à ma mère, c'est devenu vraiment quelque chose. Parce que quand j'ai découvert que oui, je faisais fausse route en fait, et que comment je me suis trompé à moi-même, comment je me suis menti à moi-même, comment je me suis trahi, quand je parlais tout à l'heure de l'union entre la conscience et qu'alors que je suis quelqu'un qui a une vision complète de ce que je suis, et je me suis trahi, je me suis trompé. Quand on fait les vœux du mariage, on se jure fidélité. Moi, je conseillerais à tout le monde de se marier à soi-même. Mariez-vous à vous-même et faites-vous les vœux. Vous allez voir, ça prend une toute autre dimension. Et là, je me suis juré fidélité et j'ai mis un coup de canif, quoi. Oui, je me suis trompé. Tu as déchiré le contrat. Voilà. Et là, je sais que ça peut paraître étrange, hein, mais je me dis non, c'est pas ça. Et je dois en finir avec ça. Là, on est en quelle année, s'il te plaît Donc j'ai 22 ans, en 87. 87, Peter 87, et je pars sur Paris en 88. D'accord. Comment ça se passe? Parce que bon, tu parles de ta mère qui te raccroche au nez parce qu'elle préfère regarder sa série ou son film. Tu parles d'être en décomposition, d'être répandu. Il y a quelque chose en toi qui casse littéralement, qui se décompose. Quand tu prends l'initiative de partir pour Paris pour réaliser ton rêve, tu vas nous le dire, hein, quel est ce rêve-là à ce moment-là. Forcément, tu as la famille, frères, sœurs, tes parents. Ah oui, je sais pas si papa, voilà. Ils n'ont rien compris, j'ai été vraiment là, j'étais l'homme à abattre. Ils n'ont pas compris, quoi. D'autant plus que j'étais un peu la figure de réussite d'une famille mineure, d'ouvriers. Champion du monde, oui, champion d'Europe. Et dans le village, ça a été. Ah non, j'ai été lynché. On a tout dit sur moi. On a dit beaucoup de choses. On a dit oui, il part parce qu'il a attrapé le sida. Oui, il y a des gens qui voulaient plus m'approcher parce qu'à l'époque, ils pensaient réellement que j'avais le sida. Voilà, donc homosexuel, de tout. On m'a traité de tous les noms, vraiment que je crachais dans la soupe. C'est étonnant pour l'instant ce que tu peux susciter chez les autres. Enfin, je note ça, c'est-à-dire il n'y a pas de juste milieu, j'ai le sentiment. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui, mais je vais te dire un truc. À l'époque, j'ai un ami, et que je considère toujours comme un ami, on ne se voit plus malheureusement, mais ça reste pour moi un véritable ami. Il m'a regardé et il m'a dit « Peter, je vais te dire une chose, tu m'énerves. Tu es l'image de mon échec. Tu es capable de faire des choses que moi je pense que j'ai envie de faire, mais que j'ose pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout lâcher, tout partir et dire ok,
Je prends ma vie en main, je pars et je suis venu faire quelque chose ici sur Terre et je vais le faire. Voilà. Lui, il a osé. Voilà. Je reflète un état d'échec chez les gens. Alors que c'est pas Tu ça. les renvoies à leur partie. Je le renvoie à leur déni. À leur déni, oui. À ce mensonge qu'ils se font à eux-mêmes. Voilà. Et c'est l'explication pour moi que j'ai eue. C'est ça, c'est que les gens ne me supportent pas. Ou alors ils t'aiment. Ou alors c'est un amour incroyable. Là, on est dans l'amour inconditionnel à ce moment-là. Donc, partir pour Paris avec 1000 euros en poche, mais ok, alors, ton rêve, une fois que le déni est tombé, c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais être? Ah ben moi, j'avais une passion à l'époque pour le théâtre. Donc, je voulais devenir comédien, acteur de théâtre. Voilà. Là aussi, hein, je rigole parce que c'est hyper cliché. Ça me fait penser notamment à tous ceux et celles qui aujourd'hui ne rêvent que d'une chose, c'est justement passer à la télé, faire du cinéma ou du théâtre, où on a l'image du petit jeune de campagne qui monte à la capitale en disant « ouais, je vais réussir ». Mais le nombre de fois, et moi-même ayant été dans un milieu artistique à un moment donné, où on te dit « non mais attends, il y en a 10 000 des comme toi qui sont à la porte et qui attendent que ça, qui croient avoir un talent quelconque, mais bon, il n'y en a que 2 ou 3 sur les milliers qui se présentent qui vont être pris. Alors là, quand tu me dis ça, pour le Belge que tu es, tout de suite, je pense à Jacques Brel. Mmh. Quitter sa boîte de son père familial, prendre ses clics, ses claques avec quelques sous en poche et partir sur la capitale à Paris, c'est complètement dingue, quoi. Bon, voilà, on y est là, hein, c'est ça. On y est. Mais aussi, j'ai quelque chose en tête. C'est-à-dire que à l'âge de 13 ans, j'ai découvert un film, qui est le film avec James Dean, La Fureur de vivre. Le film en lui-même, je l'ai adoré, il m'a impacté énormément, mais c'est Fureur de vivre que j'avais en tête. Et l'idée d'être sur scène, parce qu'entre-temps, je suis monté sur scène, j'ai joué, etc., j'avais cette fureur de vivre, et ce côté vivre. Et ça me parlait énormément, parce que depuis enfant, j'ai toujours la fureur de vivre. C'est la vie qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas du tout. C'est rien que la vie. C'est la fête, c'est la joie, c'est le bonheur. Ah, ça énerve tout le monde. Ça énerve tout le monde, je suis d'accord. Mais on est là pour vivre, mais pas pour mourir. On est mort, là, on vient sur Terre, on est mort, mais on est là pour vivre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, oui. mais la vie ne s'arrête pas, oui, on meurt. La vie, elle continue, la vie est une éternité. Quand tu parles du fait de naître, c'est intéressant parce que naître pourrait être écrit N''E-T-R-E, oui. Ne pas être. Et que quand tu parles on est ici pour vivre, parce qu'on est, entre guillemets, mort, il y a vraiment cette idée de se relier à la vie. Oui. Il y a vraiment cette nécessité, mais pour tout le monde, de se relier à la vie. Et se relier à la vie ici-bas, sur Terre, c'est déjà d'abord la nature. D'ailleurs, les médecins à l'heure actuelle, ils le disent, j'ai travaillé avec des médecins, ils disent 20 minutes, 3 fois par semaine d'une promenade dans les bois, il n'y aurait plus de dépression. Parce que la nature elle-même agit directement sur nos énergies, sur nos plans, etc., etc. Donc, pour moi, faire du théâtre, c'était pouvoir exprimer cette fureur de vivre en moi. J'avais besoin d'exprimer quelque chose. D'exprimer ce message que je véhicule à l'intérieur, que lorsque je suis avec des gens, que je véhicule aussi, que les gens perçoivent inconsciemment, mais en même temps, j'avais envie de le montrer. C'était pas de me montrer moi, j'en avais rien à foutre de me montrer moi. J'avais juste envie de, waouh, regardez, il y a ça. Prenez-en, on fait la fête. On fait la fête tous ensemble. Et voilà. Donc c'était pour ça le théâtre, pourquoi je jouais au théâtre. Parce que quand je suis monté la première fois sur scène, pour moi j'étais à la maison. Quand je dis j'étais à la maison, j'avais retrouvé ce que j'avais dans la tête. Voilà. Donc à Paris, pour aller où, suivre quel cours, ou que sais-je, je ne sais pas, parce que tu as 22 ans, donc oui. On peut dire, bon, ça va, tu étais jeune pour prendre des études. Alors j'avais fait un stage en Bretagne avec Tsila Chelton, donc j'ai rencontré Tsila Chelton. Alors tu peux nous dire qui est Tsila Chelton? Tsila Chelton, pour les gens qui ne connaissent pas, son grand rôle c'était Tati Daniel.
Donc la vieille d'Étienne Châtillaise. Voilà. Et donc donc je pars à Paris. Après ce stage, je me dis ok, je vais aller la retrouver à Paris. Donc je me prends une toute petite chambre de bonne. Je me donne un mois pour me refaire, pour me remettre d'aplomb. Et là donc Scylla m'accepte dans le groupe pour pouvoir suivre les cours avec elle. Et au fur et à mesure du temps, je deviens à la fois son élève et à la fois son répétiteur. Voilà. Et parallèlement, je suis des cours cinématographiques et aussi théâtrales au cours Dominique Viriot à Paris également. Donc voilà, 3 années se passent, merveilleuses, vraiment, avec des rencontres, des choses incroyables. Et parallèlement à ça, je continue à entretenir mon côté aussi qui est en moi, qui est mon jardin secret, et que je développe, bien sûr, et que je continue à développer. Donc là, un jour, Scylla, je vais au restaurant avec elle, elle m'invite au restaurant, elle me dit, écoute Peter, j'aimerais te parler, j'aimerais te dire que voilà, bon, ben, comédien tu l'es, c'est bon, mais il y a autre chose que tu devrais aborder, vers lequel tu devrais t'orienter, c'est metteur en scène. Et là, je ne comprenais pas, metteur en scène, c'était loin de moi. Non, j'y pensais pas du tout. Parce que pour moi, metteur en scène, c'était quelque chose quand même de costaud. Et je dis, mais comment devient-on metteur en scène? Et là, elle me dit, mais tu prends un spectacle et tu le montes. Et c'est là que je décide d'écrire mon premier spectacle, avec cette fameuse réplique. Je décide d'écrire mon premier spectacle, de le monter, de le faire jouer, et je reçois un accueil favorable. Bon, c'est pas le succès, c'est pas une première. C'est en Belgique que tu la montes, que tu l'as fait, ou en France? Alors je l'écris en France, et puis je la monte en Belgique. Et pourquoi la Belgique? Parce que tout simplement, j'avais promis à des personnes que le jour où je faisais un spectacle, qui jouerait dedans. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Surtout que là, à cette période-là, donc on est sur tes 25, 26 ans, 27 oui, ans. Avant la mort de ton père ou pas? Avant la mort de mon père, oui. On est 25, 26, oui. Et là, donc, commence à... voilà, la roue se met en route, et puis un autre spectacle, puis d'autres. Entre-temps, il y a la mort de mon père, qui me permet quand même, là, comme je disais tout à l'heure, d'avoir cette autorisation de commencer à en parler. Et je décide, à partir de là, au niveau de mes spectacles, pas encore des films, parce que je pensais à faire des films, mais je voulais faire ça beaucoup plus tard. À mettre dans mes spectacles ce côté un peu, on va dire, spirituel, et toujours dans le cadre d'amener aux gens un autre point de vue, et une base de réflexion. Ça, c'était vraiment important pour moi, qu'il y ait ça dans les spectacles. Jusqu'au jour où on m'appelle pour faire... c'est une commande, on me propose un spectacle qui s'appelle L'année du bac, et on me demande... donc c'est un auteur belge qui l'a écrit, et comme cet auteur vivait à Paris, la ville de Paris lui rendait hommage. Mais en même temps, ils ont d'abord voulu qu'on monte le spectacle en Belgique, et puis ce spectacle de le monter sur Paris. France. Donc voilà, on l'a monté en Belgique, donc ça s'est très bien passé, et puis on l'a monté en France, au Théâtre du Mouffetard. Et là, dans la mise en scène, commencent à se produire chez moi des choses un peu particulières. C'est-à-dire que je mets en scène le comédien, et tout en lui parlant, je me retourne et je parle à un autre comédien, et je lui demande, je dis, écoute, ce soir tu vas chez le médecin. Surtout tu vas chez le médecin ce soir. Et le comédien il se demande quoi. Et moi je continue à mettre en scène l'autre comédien. Et par la suite, le lendemain matin, le comédien en question à qui j'avais dit ça vient me trouver, me dit, en tout cas merci Victor de m'avoir dit d'aller voir le médecin parce qu'on a décelé quelque chose chez moi, etc. Et je regarde, je dis, mais moi j'ai pas de souvenir de ça. Je ne me souviens pas de lui avoir dit ça. Et ça s'est répété plusieurs fois avec d'autres comédiens au même moment. Et donc là, ça commence à m'interpeller. Ensuite, je reprends un jour le train. Dans le train, j'ai un monsieur qui vient s'asseoir là, à côté. Il y a toute une histoire, mais je raccourcis, je prends un raccourci. Ce monsieur s'installe là en face de moi, dans le train, et dit
monsieur, je dois vous parler, mais c'est pas moi qui vais vous parler. Je dis, attendez, je comprenais pas trop. Je dis, mais qui me parle alors? Je dois vous parler, mais c'est pas moi qui vais vous parler. Et à un moment donné, j'avais un ami en face de moi qui me dit, bah, écoute Peter, laisse parler, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, ok, d'accord. Et ce gars commence à me parler. Et il me racontait plein de choses, mais assez étonnantes. Du genre. D'accord. Qui est une sorte d'enseignement. Et après, ce gars, le train s'arrêtait à une gare. Il y avait encore le Thalys pour la Belgique à l'époque. Je suis rentré en Belgique. C'était le Corail. Et donc, il s'arrête à Saint-Quentin. Le monsieur descend et tout. Et voilà. Et je reçois ça. Je dis, ok, je le mets dans un coin de ma petite tête. Et je dis, ok, on verra avec le temps. Donc voilà. Donc, il se passe plein de choses. Je reçois un bon accueil à Paris avec le spectacle, c'est un beau succès. Il y a d'autres projets qui émergent de ça. Et à ce moment-là, dans ma vie privée, je vis une problématique où je fais le choix de stopper ma carrière. Là, je la stoppe là. Encore une fois, je fais le choix, je balaye tout. Consciemment. Hein, consciemment. Sauf que là, je sais ce que j'ai au plus profond de moi et je sais qu'à tout moment, je peux le reprendre et recommencer. Que la coiffure, pour moi, c'était fini. Jamais plus je reviendrai à la coiffure. Donc, la plupart d'entre nous, en tant qu'être humain, la manière dont on voit la chose, c'est-à-dire que, voilà, tu as changé de vie, ok, culotté, ça marche, à nouveau, ça commence à prendre de l'ampleur. Et puis au moment où quelque part il y a une sorte de, pas consécration, mais en te disant, c'est comme si la vie te dit, ok, de toute façon tu vas vers ça, t'es doué là-dedans, regarde, il y a des gens qui t'appuient, puis pas n'importe qui, et ça va aller de plus en plus loin, mieux. Et là il y a donc un élément dans ta vie privée qui fait que. Alors c'est comme ça que je te propose de faire une pause, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. Ça va être l'occasion pour, 2 heures, 1h30 du moins, ça va être l'occasion pour les internautes de nous retrouver dans la deuxième partie. Donc là, ça va être peut-être un peu plus axé sur donc ta vie privée, s'il en est, en tout cas tes choix de vie par rapport à cette dernière, et pas tant professionnelle, même si la profession, il va y avoir des revirements, et ça va être aussi l'occasion de voir pour ceux et celles qui nous écouteront durant la deuxième partie, comment Peter a eu, l'opportunité d'accueillir, d'ouvrir de plus en plus en lui certaines choses, mémoire notamment, pour aujourd'hui faire un mix, puisqu'il n'y a jamais rien d'inutile, entre toutes ces expériences que tu as choisies par le cœur, qui est la voie de la mise en scène, et puis notamment aujourd'hui à travers un accompagnement que tu proposes sur tous ceux et celles d'entre vous qui avaient oublié qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes venus, Peter vous aide à retrouver ça. Donc, ce que je voudrais juste rajouter pour clôturer cette partie, c'est que autant il y a des passeurs d'âme, je veux dire, qui aident lorsque quelqu'un décède, qui aident les personnes à passer les âmes de l'autre côté, sachez qu'il existe des passeurs d'âme qui aident les âmes qui viennent s'incarner. Voilà. Ce qui est valable d'un côté est valable de l'autre aussi. Voilà, nous vous retrouvons dans la deuxième partie. Je vous rappelle, si vous appréciez ou pas cette vidéo, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, à laisser un commentaire, que ça soit sur la chaîne YouTube ou comme sur le site d'Immedia. Et si vous appréciez nos programmes, n'hésitez pas à nous soutenir, même avec 1 € par mois, ça nous aide, ça nous est précieux. Voilà, à tout de suite dans la deuxième partie.